Bonsoir. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour Nouvelle-Calédonie, la première et calédonien en ce lendemain d'un jour historique pour la Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes au lendemain du référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Falaï Wedro, bonsoir. Bonsoir. Alors je précise que nous sommes ici au commissariat de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa bien sûr, donc en direct, mais aussi en direct dans tous les Outre-mer et dans l'Hexagone, grâce à François et France Info. Monsieur le Premier ministre, hier, les Calédoniens ont donc choisi de rester dans la France avec un résultat net, 56,7% des suffrages pour le non. Quels enseignements tirez-vous de ce résultat? On vient de le dire, vous l'avez dit vous-même, clair et en même temps, finalement, plus resserré que ce qu'on pouvait escompter. On peut probablement retirer beaucoup de choses de ce résultat. D'abord, la participation exceptionnelle, record je crois en Nouvelle-Calédonie, plus de 80%, c'est tout à fait réjouissant. Deuxième chose, la très bonne organisation du scrutin. Et je le dis parce que beaucoup étaient très inquiets de la façon dont ce scrutin serait organisé. Beaucoup imaginaient qu'il pourrait donner lieu à des tensions, voire à des débordements. La vérité, c'est qu'il a été organisé dans des conditions quasi parfaites et que nul ne conteste le résultat qui sort des urnes. C'est très important pour la suite, c'est très important pour la démocratie. La troisième chose que je retiens, c'est que personne ne conteste en effet le résultat. Il est clair, il est net. Vous indiquez qu'il est peut-être différent de celui qu'attendaient un certain nombre d'acteurs politiques. C'est un fait, mais pour ma part, j'ai toujours considéré que les élections se faisaient le jour de l'élection et que commenter les résultats avant l'élection, c'était un pari risqué. Et on a donc un résultat qui est clair, qui est incontestable, qui dit des choses sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie que chacun doit prendre en compte. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit, une mobilisation exceptionnelle, plus de 80%. Qu'est-ce que ça dit du pays? Sa très grande mobilisation pour décider, conformément aux engagements qui ont été pris il y a maintenant 30 ans, pour permettre aux électeurs de Nouvelle-Calédonie de décider souverainement de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je crois que là aussi, on a vu une mobilisation impressionnante, partout, avec des gens qui se sont exprimés, qui n'avaient jamais jusqu'à présent voté, avec un nombre considérable de jeunes qui venaient voter. Donc je crois qu'en réalité, la question qui était posée par ce référendum est une question centrale et qu'elle a été perçue comme une question centrale par tous les électeurs de Nouvelle-Calédonie, ce qui est d'une certaine façon assez logique, reconnaissons-le. Alors un commentaire sur l'ambiance, le contexte de ce scrutin, globalement serein, vous l'avez souligné aussi. Malgré tout, on a vu ça et là quelques incidents émailler cette journée, notamment cette journée de lundi avec Saint-Louis par exemple. Comment vous interprétez ces incidents-là? Pendant le scrutin, en effet, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de tension particulière, même pas de tension. C'est vrai que longtemps après la fermeture des bureaux de vote, il y a eu quelques mouvements que vous évoquez. Je ne crois pas que ceci puisse ternir l'atmosphère qui a prévalu pendant le scrutin. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont véritablement liés au scrutin ou non. Ce que je sais, c'est que dès qu'ils ont commencé, la gendarmerie est intervenue pour libérer les axes et que les contacts que j'ai pris avec le maire de la commune de Mont-d'Or, Éric Gay, dès le début de l'après-midi, me laissent à penser que la circulation sur l'axe pourra être réouverte dans de bonnes conditions demain. Donc je mesure bien le trouble à l'ordre public qui a pu intervenir, mais je ne crois pas qu'il vienne en quoi que ce soit ternir la qualité de l'organisation et la sérénité qui a prévalu pendant le scrutin. Vous avez rencontré les principales formations politiques. L'un de vos interlocuteurs vous a dit débattre sans se battre. Ouais. Y a-t-il d'autres propos qui vous ont surpris? Non, je ne dirais pas que des propos m'ont surpris, mais j'ai été marqué par l'émotion d'un certain nombre de ceux qui s'exprimaient. Une vraie émotion. Beaucoup de gens en parlaient avec leurs tripes, très calmement, hein, mais avec leurs tripes. Je crois parce que la tension pour des acteurs politiques qui, pour certains d'entre eux, depuis 30 ans vivent ce processus, parfois plus longtemps encore, le moment du vote sur l'accession ou non à la pleine souveraineté était un moment incroyablement important et symbolique.
Et je pense que c'est apparu dans les discussions que j'ai eues ce matin avec toutes les forces politiques. Ça touchait quelque chose chez eux qui était au cœur de leur engagement politique. C'est très respectable. C'est très respectable d'avoir mis à ce point ses tripes, son cœur, son âme dans la bataille, entre guillemets. J'aime pas trop le terme de bataille quand il s'agit d'une élection, mais dans cette consultation. Le président de la République a dit hier soir dans sa déclaration il n'y a pas de vainqueur en substance, il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Le seul vainqueur finalement c'est le processus de paix de ces 30 dernières années. C'est ce que vous avez ressenti dans vos échanges aujourd'hui? Oui, c'est ce processus incroyablement particulier dont je ne suis pas sûr que chacun mesure le caractère exceptionnel. Cette capacité pendant 30 ans qu'ont eu les forces politiques de Nouvelle-Calédonie, indépendantistes et non indépendantistes, avec l'État, à travailler, à dialoguer, à procéder à une transformation de la Nouvelle-Calédonie, au fameux rééquilibrage politique et économique qui était prévu par les accords. Pour beaucoup de gens, ça peut paraître naturel, ça peut même paraître assez lent et presque banal. Ça n'a rien de banal, c'est unique dans l'histoire de France et probablement unique dans l'ensemble des pays du monde. C'est vraiment quelque chose dont nous devons tous collectivement ressentir une certaine fierté. Et je voudrais le dire parce que je dirais assez volontiers qu'en la matière, la Nouvelle-Calédonie montre un exemple exceptionnel. Vous venez d'annoncer un comité des signataires au mois de décembre. Oui. Quel en sera l'ordre du jour? Ça permettra... Aujourd'hui, j'ai vu chacune des forces politiques, une par une. Et c'était mieux le lendemain d'un scrutin de les voir en tête à tête, si j'ose dire. Mais le comité des signataires, qui regroupe les formations politiques qui sont représentées au Congrès, plus les signataires physiques des accords de Matignon et de Nouméa, a vocation à se réunir à intervalles réguliers. Et je pense que après le mois de novembre, après que chacun aura pu un peu mesurer les implications du scrutin, digérer d'une certaine façon, pour dire les choses trivialement, l'élection, nous aurons besoin collectivement d'évoquer ce scrutin et d'évoquer la suite. Donc cette réunion du comité des signataires qui se tiendra dans le courant du mois de décembre, elle devra permettre ça, l'analyse collective du scrutin, de la campagne, du scrutin, et puis une réflexion sur ce qu'on en tire pour la suite. Il y a urgence pour vous justement à réunir ce comité des signataires dans la mesure où le calendrier, entre guillemets, nous impose des élections provinciales dès mai 2019. Il n'y a pas urgence. Il y avait urgence, on le convoquerait la semaine prochaine. Il n'y a pas urgence. Il ne faut pas traîner de trop non plus. Et donc il m'a semblé que finalement se fixer comme calendrier le milieu du mois de décembre, ça permettait à chacun de penser à ces résultats, d'échanger d'ailleurs. Pour un responsable politique, mesurer l'impact d'un résultat, c'est aussi échanger avec la base, avec ses électeurs, avec les militants, pour savoir comment est-ce qu'on intègre le résultat politique dans sa réflexion et dans sa stratégie pour la suite. Le faire en décembre, je crois que c'est le bon timing. Vous avez dit digérer parce que certains n'ont pas digéré. Non, c'est un terme que j'utilise régulièrement pour... vous savez, quand on absorbe quelque chose, c'est pas parce que ça vient de se passer qu'on l'intègre complètement. Et donc, voilà, j'aurais pu dire mâchonner, digérer, intégrer, c'est un terme... On l'aura compris, c'est un comité des signataires. Mais j'insiste là-dessus parce que votre question m'y invite d'une certaine façon. Tous ceux que j'ai vus aujourd'hui étaient extrêmement conscients du caractère incontestable du résultat. Et c'est d'abord très réjouissant et ensuite extrêmement important. Est-ce que vous avez eu des demandes particulières sur l'ordre du jour? Vous l'avez dit vous-même, maintenant il faut se projeter pour suivre ce dialogue. De quoi faut-il parler aujourd'hui? Vous avez parlé notamment des enjeux économiques et sociaux. Oui, c'est une des choses que je retiens de cette journée, même si elle a été formulée sous des angles différents par mes interlocuteurs et très nettement formulée par les étudiants que j'ai rencontrés à l'université. On a consacré beaucoup de temps dans les discussions entre l'État et les forces politiques de Nouvelle-Calédonie aux questions institutionnelles. Et c'est normal, c'est logique. Il ne faut pas s'en émouvoir ni s'en étonner. Mais en consacrant autant de temps aux questions institutionnelles, aux questions d'organisation du scrutin, aux questions juridiques liées à la question institutionnelle, on a peut-être passé un peu moins de temps sur des éléments qui sont pourtant assez centraux dans les accords de Nouméa et de Matignon, qui sont les questions de rééquilibrage économique, qui sont aussi les questions de projet social en Nouvelle-Calédonie. La vie
ne se résume pas aux questions institutionnelles. Et je dirais même que la politique, avec un grand P, ne se résume pas aux questions institutionnelles. Il y a aussi le développement économique, le développement social, le développement culturel. Et de tous ces sujets, il faut aussi que les forces politiques et l'État puissent discuter. C'est justement l'un des arguments donnés dans la campagne, notamment des non-indépendantistes, pour éviter les deuxième et troisième référendums, en disant que finalement c'est un couvercle que l'on met sur le quotidien des Calédoniens. Est-ce que l'État, sur cette question-là, pourrait être amené à déroger, ou en tout cas à trouver un compromis pour éviter ces deuxième et troisième référendums? Mais l'État, il n'est pas là pour trouver un compromis. L'État, il est un des signataires de ces accords. Il est une des parties de ces accords. Il n'est pas simplement un arbitre, comme parfois il est présenté, il est une partie prenante de ces accords. Et il prend ses responsabilités. Je l'ai indiqué dès ma nomination, dès mon discours de politique générale, j'ai indiqué que l'État serait une partie à l'accord et prendrait ses responsabilités. Les accords prévoient la possibilité, sous certaines conditions, d'organiser, dans un calendrier prévu, un deuxième puis un troisième référendum. Nous sommes tenus par ces accords, nous ne souhaitons pas en sortir. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous sommes tenus par ces accords, il ne faudrait pas tenir compte des résultats électoraux et notamment du référendum qui a eu lieu hier. Il faut donc que nous parlions avec les forces politiques pour savoir comment elles envisagent la suite. C'est le sens de ma remarque et je pense que c'est le bon sens et l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Justement pour la suite, est-ce que vos interlocuteurs à Koné, Paul Niaoutine et Daniel Goua ont évoqué avec vous l'organisation et le calendrier d'un deuxième référendum? Non, nous n'avons pas évoqué ces questions. Nous avons évoqué la possibilité, mais absolument pas ni les questions de détail, ni les questions d'organisation. La fin de la campagne, notamment sur cette question-là, mais d'autres, a été finalement relativement, non pas dure, mais avec des positions assez tranchées. On a eu des déclarations Axel Dumal que je ne reprendrai pas. Est-ce que les élus, les responsables, vous avez dit tout à l'heure, insister sur la responsabilité des élus locaux, est-ce que vous les avez sentis prêts justement à franchir un nouveau pas après 30 ans d'accord? Vous avez parlé d'aboutissement tout à l'heure. Il était trop tôt pour évoquer avec eux les suites à donner à ce résultat. Si je suis venu, c'est d'abord pour ressentir à chaud leur lecture de la campagne et du scrutin. Ils sont tous convenus que globalement, la campagne s'était passée dans des conditions plutôt apaisées et plutôt sereines. Et c'est un fait qui, je crois, n'est au fond contesté par personne. Ils ont tous noté que plus on s'approchait de la date du scrutin, plus la tension se faisait vive et qu'en effet, un certain nombre d'expressions, de formulations ont pu être choisies par des responsables politiques et critiquées par d'autres. Rien de neuf sous le soleil. Il est classique qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la date du scrutin, la tension aidant, des propos puissent choquer parfois ou être plus fermes, plus forts et peut-être parfois plus provocateurs. J'observe que au tout début de la campagne, et même avant qu'elle ne commence, j'avais proposé aux forces politiques la création d'un comité des sages. Cette proposition, elle a été accueillie parfois avec surprise, parfois avec bienveillance, et parfois aussi, disons-le, avec une forme un air goguenard d'un certain nombre d'acteurs locaux qui se demandaient à quoi pouvait servir ce comité des sages. Je crois qu'il a servi. Je crois qu'il a permis à ces personnalités, qui n'ont évidemment aucune ambition pour eux-mêmes ou pour elles-mêmes, de rappeler la tonalité dans laquelle devait se passer la campagne. Et donc cette capacité d'un certain nombre de sages à dire, quand on allait tutoyer les limites, a été, je crois, utile à l'atmosphère générale. Est-ce que ce comité, vous pourriez le maintenir justement dans la perspective des prochaines provinciales? J'ai remercié chacun de ses membres ce matin. Je les ai remerciés très sincèrement parce qu'ils ont donné beaucoup de leur temps, beaucoup de leur énergie, de leur talent à ce comité des sages. Et je crois même leur avoir dit au moment où ils quittaient le Haut Commissariat qu'il n'était pas impossible que si le besoin s'en faisait sentir, nous fassions à nouveau appel à eux. Monsieur le Premier ministre, j'ai bien noté hier soir la fierté assumée du président de la République dans son discours quand il s'est réjoui du résultat. Pensez-vous que la France puisse continuer à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans le processus de décolonisation et en même temps se réjouir du non? Le président de la République s'est réjoui du résultat, de la poursuite du processus qui aboutissait à ce référendum et à ce résultat.
et probablement du résultat en tant que tel. Je vous rappelle qu'il avait déclaré à l'occasion de sa visite en Nouvelle-Calédonie que la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie et qu'elle était plus belle avec la Nouvelle-Calédonie. Bon, donc je crois qu'il se réjouissait aussi dans cette mesure du résultat, et chacun peut comprendre qu'il exprime sa fierté sur le processus, sur l'engagement des forces politiques et sa satisfaction sur le résultat. Ensuite, l'ONU s'est saisie d'un certain nombre de sujets. Nous travaillons évidemment avec l'ONU. Il y avait des observateurs de l'ONU qui se sont rendus sur les lieux de vote pendant la journée d'hier et d'ailleurs pendant toute la semaine qui a précédé. Je crois pouvoir dire, des contacts que Madame la ministre des Outre-mer a eus avec ses représentants, qu'ils ont été frappés par la bonne organisation du scrutin, et je dirais même plus, par le bon esprit qui a prévalu pendant la journée du scrutin. Et est-ce qu'à terme, une décolonisation réussie serait une réussite plutôt pour la France ? Le terme utilisé, un des termes utilisés par l'accord de Matignon et de Nouméa, c'est le terme émancipation. Et je dois dire que c'est un terme que j'aime bien, c'est un terme qu'utilise souvent le président de la République, y compris dans d'autres contextes. Je pense que c'est un bon terme parce qu'il se focalise sur le fond beaucoup plus que sur le statut. Et je crois que c'est extrêmement adapté à la réalité de la Nouvelle-Calédonie. Justement, il y a eu Matignon en 88, il y a eu l'accord de Nouméa en 98. Est-ce que l'État, vous-même, saurait faire preuve une nouvelle fois d'inventivité pour donner un nouveau souffle à ce processus de paix ? Ce serait très immodeste et de ma part de me comparer à ceux qui, en 1988 ou en 1998, ont fait connaître à la Nouvelle-Calédonie finalement une progression exceptionnelle. Michel Rocard, en 1988, a joué, en tant que Premier ministre, un rôle absolument exceptionnel. Ce qui est vrai, c'est que je m'inscris complètement dans cette démarche. Que dès ma nomination, je me suis inscrit dans cette démarche, celle du dialogue permanent, ouvert, constructif avec les forces politiques de Nouvelle-Calédonie, le souci de trouver des solutions de compromis, lesquelles peuvent parfois être inventives. Et ça, c'est, je crois, le plus grand actif, pardon de parler en termes presque économiques, mais c'est le plus grand actif de ces accords de Matignon. La capacité éprouvée que nous avons, lorsque nous souhaitons trouver des solutions, d'arriver à trouver des compromis dans l'intérêt général. Et vous l'avez dit, Michel Rocard en est l'exemple, et votre exemple, à chaque fois, il y a aussi un homme, j'allais dire, qui a, à titre très personnel, fait, non pas basculer, mais avancer ce processus. Vous pourriez être cet homme-là en 2018-2019. En tout cas, je ferai tout ce que je peux faire, je mettrai toute mon énergie, d'abord parce que je suis impressionné par ce qui a été réalisé ici pendant 30 ans. Pas simplement en termes politiques, mais en termes de transformation de la société. Je suis impressionné par l'importance des enjeux. On n'a pas le droit de se rater, si vous me passez cette expression triviale. Et puis, pour avoir lu, pour avoir rencontré beaucoup d'acteurs politiques, syndicalistes ou autres de Nouvelle-Calédonie, pour être venu 2 fois, je suis frappé par la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que y venir, c'est en tomber amoureux d'une certaine façon, et donc se décarcasser pour essayer de trouver les bonnes solutions. On arrive au terme de cet entretien. Vous partez dans quelques minutes pour la France. Est-ce que l'actualité de ces dernières heures vous a rassuré sur notre capacité à vivre ensemble en Nouvelle-Calédonie ? Je rentre à Paris, en effet, dans les minutes qui viennent. Je ne vais pas retrouver exactement le même climat, je dois dire. Et je suis évidemment confiant, extrêmement confiant, parce que je pense que les 30 années qui sont passées ont permis des transformations majeures. À l'heure du déjeuner, j'ai souhaité déjeuner avec les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Et ils sont le visage de la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui et de demain. Ils y croient. Ils apportent une inventivité, une richesse, une énergie qui est absolument considérable. Et ils ont confiance. Ils se posent des questions, institutionnelles ou pas d'ailleurs. Mais oui, cette rencontre avec ces étudiants, la capacité éprouvée, encore une fois, des forces politiques à trouver des solutions de compromis, me laisse plutôt confiant. Même si je sais que les enjeux sont élevés, même si je sais que ça ne sera pas simple, je suis plutôt confiant.
Merci, Monsieur le Premier ministre, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Merci. Merci.